Beaucoup, Djibril. Je vois que la session est en enregistrement. On va démarrer sans attendre. Bonjour à tous et à toutes. Ici Léa Ouaidrissa. Je suis vice-secrétaire générale du Cluster Digital Africa. Je suis également responsable marketing, relations publiques et projets d'innovation au sein du CIRTIC, qui est le Centre d'innovation, de recherche technologique et d'industrie créative. Et aujourd'hui, je suis accessoirement la modératrice de cette table ronde de qualité, ce webinaire qui recense un très, très gros panel d'experts sur la question de la santé-sécurité. En effet, la thématique qui nous rassemble aujourd'hui par rapport au webinaire CBA du jour, on traitera du sujet de la santé-sécurité au travail. On abordera le point de vue de l'innovation, de la prévention ainsi que de l'intelligence collective au service d'un avenir plus sûr. En fait, aujourd'hui, le choix de cette thématique s'inscrit dans un contexte où on constate que le monde du travail est en mutation rapide. C'est un constat qui est fait au niveau global. Et aujourd'hui, les enjeux de santé et de sécurité au travail deviennent cruciaux. C'est des sujets qui sont importants à aborder. Et ça, à l'ère où l'essor des technologies, la diversification des risques professionnels, ainsi que la transformation des organisations rendre impératif aujourd'hui un renforcement des dispositifs de prévention et d'innovation qui doit être mis en place par les institutions, et cela à travers un appui de collaboration collective. Donc, c'est vraiment dans ce contexte-là que s'inscrit ce webinaire. L'idée aujourd'hui pour nous est d'éclairer à travers les échanges les bonnes pratiques qui peuvent exister en la matière, tout cela en stimulant la réflexion collective du coup autour d'un avenir professionnel plus sûr. Et autour de ma table virtuelle aujourd'hui, j'ai l'immense plaisir de recevoir il y a un petit souci de son. Je disais donc autour de ma table ronde virtuelle aujourd'hui, j'ai l'immense plaisir de recevoir une belle brochette d'experts. Je commencerai, galanterie oblige, à présenter la seule figure féminine de ma table ronde du jour. Il s'agit du docteur Semité Bernadette Monkoro. Elle est de profession médecin du travail. Elle est spécialisée sur les questions de santé et sécurité au travail. C'est une thématique qu'elle aborde dans son quotidien professionnel. On aura l'occasion tout à l'heure d'en savoir davantage sur son parcours, sur ses expériences lors du petit tour de table. En attendant, docteur, c'est un réel plaisir pour moi de vous avoir autour de ma table virtuelle. Merci d'être parmi nous aujourd'hui. Merci beaucoup. Le plaisir est partagé. Merci infiniment. Du coup, je continue mon petit tour de présentation en présentant le prochain intervenant que vous voyez à l'écran, qui est déjà en tenue de travail. Ça vous donne une bonne idée sur le contexte de sa profession. Il s'agit de M. Brahima Sidibé, qui est conseiller en santé et sécurité. Donc, il est vraiment au cœur du sujet au quotidien. Il est spécialisé en tout ce qui est safety advisoring. J'y arrive, l'anglais n'est pas facile. Et il travaille dans la mine de Fekola, si je ne me trompe pas, au sein de B2Gold Mali. Il aura l'occasion de nous parler de son quotidien, de sa casquette professionnelle et de son point de vue en tant que praticien au quotidien sur cette thématique qui est cruciale. Monsieur Sidibé, c'est un plaisir de vous avoir aujourd'hui autour de cette thématique. Merci de nous avoir rejoints également. Merci, le plaisir est partagé. Merci beaucoup. Alors, pour finir, il n'est pas encore parmi nous, si je ne me trompe pas, mais il nous rejoindra sûrement, car il nous avait fait savoir que malheureusement, il a eu un impératif. Donc, peut-être il viendra de façon furtive, mais il a pris les devants pour nous partager son point de vue au cas où il ne sera pas là physiquement. Il s'agit du docteur Tariq Essaïd. Le docteur Tariq Essaïd est également consultant. C'est un médecin de la santé. Il est docteur en santé et il est également consultant en leadership collaboratif, en tout ce qui est culture du changement et tout ce qui est système de management. Donc, les questions de santé et sécurité font partie de ces domaines d'intervention. Je vois qu'il nous rejoint à l'écran.
Docteur, c'est un plaisir de vous avoir. Malgré vos impératifs, vous avez vraiment tenu à être là présentement et répondre favorablement à l'appel du Cluster Digital Africa. Merci d'être parmi nous et je vous donnerai tout à l'heure la parole au vu de vos engagements pour vous présenter et pour nous partager directement vos avis sur la question. Merci d'être avec nous. Merci, madame. Merci beaucoup. Alors, merci à vous, chers participants, d'être parmi nous. On va, sans transition aucune, rentrer dans le vif du sujet. Comme je le disais tout à l'heure à l'intro, malheureusement, le docteur Tariq doit partir pour un autre impératif. Donc, je commencerai mon petit tour de présentation par lui. Docteur, est-ce qu'il serait possible pour vous de vous présenter à ceux qui nous suivent, qui n'ont pas la chance de connaître votre parcours, de nous parler de façon brève de qui vous êtes, qu'est-ce que vous faites, quand vous en êtes arrivé là aujourd'hui, et ensuite je vous adresserai quelques questions autour de la thématique afin de vous libérer rapidement. Donc je vous retourne la parole, docteur. Merci madame, merci aux organisateurs pour m'avoir donné cette occasion de partager avec vous autant que possible une partie de ce sujet. Alors je suis Tariq Es Saïd, je suis médecin du travail. J'ai fait ma carrière au réseau ferroviaire des chemins de fer du Maroc. J'étais également président du Collège national des médecins de travail jusqu'à tout récemment. Et je suis le co-organisateur du Préventica Congrès Salon. Je suis le référent du FIST, le Forum international santé et sécurité au travail du Mali. Je suis un ami des Maliens. J'aime bien votre pays. Je l'ai visité à plus que 5 fois. Une fois à l'initiative de l'INPS pour contribuer aux questions de santé et sécurité au travail. J'ai fait un master en droit et également j'ai fait la panoplie des normes. J'enseigne à l'université au Maroc en tant que vacataire à 3 structures, la santé et sécurité au travail, le côté réglementaire également normatif. Merci infiniment, docteur Saïd, pour le partage. Et je pense que ceux qui nous suivent peuvent en témoigner. Le parcours, il est très impressionnant. Bravo pour tout ce que vous faites autour de cette thématique, pour l'amitié que vous dévouez au Mali. Et j'ai cru comprendre que vous aviez préparé une petite présentation autour des points essentiels de vos réflexions sur la thématique. Je demanderai à la régie de vous partager la main pour pouvoir diffuser la présentation, si possible. J'avais partagé votre support. Donc, Djibril, si tu peux nous aider à mettre à l'écran le support de présentation de docteur et lui donner la main pour pouvoir défiler les slides. Donc, la régie va aller sur ça et on aura tout à l'heure l'occasion, lors des phases de questions-réponses, d'intervenir et de rebondir sur les points de vue que vous allez nous partager. Donc, on laisse la main à la régie de nous assister techniquement et de dire à la main que vous puissiez décrire votre intervention. Alors, donc, si je peux avoir la main, je peux partager d'ici je vois que, en fait, je devrais être nommé co-animateur ou comme ça, et ça me permet d'accéder au partage. Tout à fait. J'ai demandé à ce qu'on vous passe la main. Je vais relancer en privé les équipes d'assistance pour qu'ils puissent le faire rapidement. Voilà. Donc, est-ce que je dois commencer le sujet directement, c'est ça? Vous pouvez y aller, vous pouvez peut-être introduire le temps que la technique puisse suivre. Ça nous permettra d'avancer et de libérer rapidement. Voilà, donc j'ai la possibilité de partager. Donc, merci donc, à la régie et je partage ma présentation immédiatement. Voilà, donc je pense au partage. J'espère que mon écran il est partagé en ce moment. Vous me confirmez, madame? Oui, moi, je l'ai à l'écran, c'est parfait. Parfait. Donc, voilà un peu l'élément de base sur lequel je voulais intervenir. Si vous permettez rapidement, je change de présentation. Donc, celle qui est la plus un peu facilement déroulable, ce sera encore plus. Voilà, maintenant, c'est toujours apparaît à l'écran. Allô, vous confirmez? Oui, on l'a toujours à l'écran, c'est parfait. Voilà.
Donc, pour cette thématique que vous avez choisie, je tiens d'abord à vous féliciter pour ce choix qui combine l'essentiel de la prévention et qui va vers cette intelligence collective, le sujet sur lequel je vais intervenir. Et pour aller vers le sens de l'intelligence collective, je rappelle que le monde contemporain, il a connu 4 grandes révolutions. La révolution de la machine à vapeur, la révolution électrique, ensuite l'automatisme, et puis actuellement, on parle de la révolution 4.0 qui est la révolution digitale. Alors, si je fais une analogie entre ces différentes révolutions, et c'est ce qui va m'emmener à cette intelligence collective dont je parlais, eh ben, j'assimile la première révolution au système musculaire. Les médecins le savent. Bien sûr que la machine à vapeur, elle a doté l'humanité de l'équivalent d'un système musculaire puisqu'elle a apporté la vitesse, elle a apporté la force et elle a permis donc aux trains, aux bateaux et aux différents engins de pouvoir fonctionner. La deuxième révolution qui d'abord nous a séparés de ce qu'on appelle cette énergie portée là où elle est utilisée, c'est l'énergie embarquée, mais on est passé vers l'énergie électrique, vers le réseau de répartition et de diffusion donc d'énergie pour qu'elle puisse toucher toutes les structures. Et c'est exactement ce que fait le système vasculaire au niveau du corps parce qu'il permet une répartition de l'énergie à travers l'apport d'oxygène et l'apport de glucose. La troisième révolution, qui est la révolution de l'automatisme, est spécifiquement assimilée au système nerveux autonome ou automatique. Lequel système nerveux, il répond exactement de la même manière donc à une certaine ou un certain automatisme qui va faire des fonctions en dehors de l'état de conscience de la personne. Quant au système actuel de la digitalisation, il est assimilé au cerveau et à son fonctionnement. Donc c'est là où on parle de mémoire, on parle de neurones, on parle justement d'algorithmes, on parle qui est équivalent au système cognitif qui permet à travers des capteurs qui sont les organes de sens. C'est le même concept justement que la notion de la connectivité qui permet cet apport d'informations qui sera stocké en mémoire à la même chose que la database et qui peut être bien sûr exploité selon une certaine ou un certain besoin ou selon la nature de l'information qui est demandée. Et la question qui se pose par rapport à la future évolution, sur quoi on devrait aller, et bien, par analogie, quand je vois le muscle, les vaisseaux, les nerfs, et le système en complet, ce qui manque, c'est le squelette. Donc, c'est quelque chose qui va fédérer, qui va englober et qui va porter l'essentiel et l'ensemble justement de ces organes. Et cet écosystème ou ce squelette, c'est l'équivalent du système d'un management, c'est l'équivalent d'une approche écosystémique, c'est-à-dire cette intelligence collective, collaborative, c'est le consensus qui sera apporté et qui permet le rapprochement des différentes parties prenantes. Bien sûr, cela ne peut fonctionner et ne peut être dans une harmonie intégrée que lorsqu'il y a également la notion de la conscience, la notion des valeurs, la notion de responsabilité, et c'est les tendances modernes aujourd'hui qui permettent justement à ce qu'on puisse se prendre en charge dans ce sens. Cette intelligence collective, elle devrait avoir également une dimension culturelle. Je rapporte là la courbe de Bradley qui a justement rapporté cette notion d'évolution culturelle face aux imprévus, face aux accidents, et elle a mis ces 4 steps en parlant bien sûr de la partie où, en l'absence de toute disposition, on est dans une optique identifiable à celle des réactions chez le nourrisson et on est donc dans une préparation et une réponse au système, aux situations d'urgence. Par contre, si on veut intégrer des éléments qui nous permettent justement d'être dans une notion de prévention, on a cette conformité réglementaire, ces procédures qu'on devrait respecter, qu'on devrait mettre en œuvre. Certes, ça nous protège sous une forme, mais on reste toujours dépendant de ceux qui ont mis en place ces règles et ceux qui ont bien compris les dispositions. C'est pour cela qu'on a d'une manière indépendante besoin d'évoluer vers une certaine indépendance. C'est ce que nous apporte la gestion des risques.
risque, étant dans une réflexion d'abord par rapport au danger et lorsqu'on est dans l'analyse et dans l'évaluation, ça permet une compréhension et ça permet donc une certaine autonomie de la personne, bien sûr, face aux risques qui l'entourent. Et lorsque l'évolution et la culture se développent davantage, eh ben, on est dans cette approche systémique et c'est là où l'intelligence collective fait son fonctionnement parce qu'il y a une interdépendance au niveau des parties prenantes et qui permettent bien sûr à ce que chacun réfléchisse à sa propre sécurité, mais également à la sécurité du collectif du travail. Et donc, c'est pour cela que l'instinct naturel, c'est la phase nourrisson, la supervision ou la dépendance, c'est la phase enfant. Lorsqu'on est indépendant, c'est l'adulte. Et puis par la suite, l'approche parent, c'est celle qui nous permet justement qu'on s'occupe de sa propre sécurité, mais également de la sécurité des collectifs. Et c'est là où l'intelligence peut être dans ces dimensions. Lorsqu'on est dans cette approche systémique au collectif, chacun tourne à son rythme, chacun apporte une partie à l'ensemble de l'édifice et ces éléments qui notamment sont centrés autour du leadership et de l'engagement, il exige à ce qu'on ait une compréhension de l'organisme, à ce qu'on mette en place des objectifs, des supports. C'est généralement ce qui est repris par les systèmes de management dans le cadre de la normalisation à travers le HLS qui a été mis en place. Et tout cet ensemble, il va justement vers la partie où on peut avoir la maîtrise des opérations, les situations d'urgence. Et comme vous le savez, le changement et les achats restent bien sûr les éléments particuliers qu'il faudrait prendre en charge pour qu'on soit dans cette dynamique. Alors cet ensemble que nous allons prendre et que nous allons donc essayer de mettre dans cette bonne intelligence de co-construction avec ou entre les parties prenantes, eh ben, elle sera focalisée ou centrée autour de l'activité dans le temps et dans l'espace. Et donc, l'élément central ou le noyau commun entre les différents intervenants et toutes les parties prenantes, soit ceux qui font de l'activité le levier, bien sûr, du développement économique, ceux qui en font le sujet, je dirais, un peu de la préoccupation de la prévention, tel notre cas en santé et sécurité au travail. Il y a ceux, bien sûr, qui utilisent l'activité pour l'environnement, pour la sécurité industrielle, pour la sûreté, pour tous ces éléments. Ça veut dire que chaque partie prenante, elle va avoir son regard sur l'activité de sorte à ce que les objectifs se croisent et on doit être dans cette bienveillance pour qu'on puisse justement atteindre les stratégies et les objectifs des uns et des autres de manière à ce qu'on soit dans cette construction globale. Nous sommes tous concernés par les facteurs externes qui vont déterminer les enjeux. Chacun, bien sûr, regarde les enjeux selon le paradigme de son approche. Nous avons également les facteurs internes qui vont nous permettre de porter nos systèmes et qui vont être les facteurs clés de son succès, les compétences, les valeurs et les cultures dont je parlais. Le binôme gestion des risques et réglementation sont la meilleure façon pour faire face aux risques et aux opportunités dans le cadre de ces activités. La réglementation dans le domaine de sécurité au travail, c'est généralement autour de la triptyque comité de sécurité, services médicaux et amélioration des lieux de travail en termes de substances chimiques, biologiques, l'utilisation des machines, les courants électriques et ce qui en suit. Donc, c'est cet ensemble qui fait qu'on soit dans cette analyse d'activité et de son suivi. Alors, pour cette activité, il y a d'abord un déroulement séquentiel qu'il faut savoir étayer et qu'il faut savoir segmenter pour qu'on puisse s'attaquer à la toute petite ou tout petit segment des processus, ce qui nous permet d'identifier les risques et de pouvoir les maîtriser. Donc, c'est l'élément d'entrée et de sortie. Et sachant qu'au cours de l'activité, il y a énormément de choses qui vont la caractériser, les personnes qui y travaillent, leurs actes, le milieu où ils se trouvent, les matières qu'ils utilisent, les faits qui peuvent justement survenir au cours d'un ou dans une situation de travail, les équipements, les installations et le matériel. Cet ensemble peut également être contrôlé, surveillé, audité et pourquoi pas plus aller dans le système digital que nous mettons en place et qui nous permet justement d'assurer le suivi des indicateurs
de production ou de réalisation, les indicateurs de fonctionnement et également l'atteinte des résultats attendus. Le collectif devrait mettre en place des objectifs communs, lesquels objectifs seront partagés. Il y a différentes façons de pouvoir les atteindre, mais j'ai essayé de vous rapporter là le premier papier qui a été dans cette notion de SMART et qui nous montre que justement, il y a des éléments, sauf un petit changement que je constate dans toutes les publications postérieures à celle-là. Les gens, ils parlent de atteignable, alors qu'en vérité, c'est dans la première étude, c'est atteignable. Ça veut dire qu'il faut qu'il y ait cette notion de responsabilité et qu'il y a des personnes qui vont s'occuper de ces paramètres. Voilà un peu ce que je voulais partager rapidement parce que je sais que le temps, vous l'avez prévu pour un temps restreint, mais je peux répondre aux questions avant que je ne rejoigne malheureusement l'autre engagement qui était préalablement pris par rapport au vôtre. Voilà, madame. Excellent. Merci infiniment, docteur, pour cette brillante présentation. Je trouve que c'était très pragmatique, hein, l'approche que vous avez eue, celle de faire un rapprochement entre l'intelligence collective et les cas d'application selon ce qu'on rencontre aujourd'hui dans nos différents écosystèmes. Maintenant, la présentation a soulevé tout de même une question qui me semble assez importante. C'est que vous qui aujourd'hui avez l'expérience de travailler avec plusieurs environnements sur ces questions, est-ce que vous avez eu à constater quand même des exemples intéressants qui peuvent être inspirants pour ceux qui nous suivent en termes de changements managériaux qui ont pu avoir comme impact la réduction des risques au travail à travers la méthodologie que vous venez de présenter, qui est donc celle de la mise en lumière de l'intelligence collective. Donc, je vous laisse peut-être nous partager éventuellement les exemples que vous avez eu à constater à travers les différents chantiers sur lesquels vous avez eu à intervenir. Alors, pour répondre à votre question, je vais citer d'abord deux expériences ou deux grandes expériences que j'ai eues. En dehors de l'approche des grandes organisations à l'ONCF où j'étais lors de construction de ports ou d'autres structures multisites. J'ai accompagné mon pays pendant 2 ans pour la mise en place du programme national et de la stratégie nationale santé et sécurité au travail. Et en parlant du Mali, j'étais également dans l'expérience avec le Afrique Prevent qui a élaboré un livre blanc. J'en avais donc cette mission justement d'élaboration de ce livre blanc. Ça nous a permis de rentrer en contact avec vos différentes structures ministérielles et ce qui en suit. Alors la question que je peux ou la réponse que je peux vous apporter, c'est justement, elle réside dans cette mise en orchestration de l'ensemble des acteurs. C'est ce qui pose le plus de problèmes et c'est sur la question centrale sur laquelle il faut travailler. Et là, on a besoin de dialoguer, d'ouvrir les canaux, de se rapprocher avec les acteurs. Et la meilleure façon de donner suite, c'est de considérer qu'on n'est pas le seul détenteur du savoir, mais il faut savoir respecter les autres paradigmes, les autres visions et d'essayer de travailler avec les différents acteurs et surtout les 3 étages, l'étage politique, les décideurs. Il faut les écouter, il faut dialoguer avec eux et voir quelles sont les priorités par rapport aux politiques publiques. Les institutions en charge, notamment l'INPS par exemple pour vous ou d'autres organismes, il faut savoir les impliquer parce qu'ils ont une responsabilité, ils ont un compte à rendre, donc vous ne pouvez pas avancer sans leur soutien et ne pas oublier bien sûr les experts, les détenteurs du savoir et qui sont les connaisseurs, soit les préventeurs, soit les médecins du travail, les ergonomes, les sociologues, les psychologues, donc toutes les parties prenantes. Donc la réussite de tout système, lorsqu'on est dans une dimension macro, exige à ce que vous soyez dans une collaboration et de pouvoir travailler ensemble. Et d'ailleurs, personnellement, à un moment donné, je jouais le rôle de la table qui tourne. Ça veut dire qu'à défaut de mettre les gens autour de la table, si vous êtes chargé de la mise en place, n'hésitez pas à jouer ce rôle et d'approcher les différents points de vue.
Merci infiniment, docteur, pour la réponse. Moi, je retiens essentiellement que aujourd'hui, en fait, quelles que soient les mesures ou les décisions d'action qu'on met en place, il est très important que chaque acteur, chaque partie prenante puisse jouer sa partition afin de pouvoir composer une solution efficiente et réalisable. Donc, merci beaucoup de partager votre point de vue sur cette question. Je vous adresserai peut-être une dernière question avant de vous laisser vaquer à vos autres engagements. Tout à l'heure, vous avez parlé de l'importance en fait du rôle des dirigeants et des organismes de régulation dans l'application de ces mesures. Mais je suis certaine que dans vos missions, vous avez souvent eu à faire face à des difficultés. Et moi, aujourd'hui, l'interrogation que j'ai, c'est de savoir aujourd'hui, selon vous, quels peuvent être les cas de résistance organisationnelle qui peuvent souvent freiner la culture de la sécurité de façon générale. Quels sont les constats que vous avez eu à faire dans ce sens-là? Pour revenir par rapport au constat, d'abord, nous, comme vous, nous sommes un pays du fatal, de la culture des croyances. Donc, à un moment donné, cette culture, malheureusement, peut des fois pousser les gens à croire que ce qui est mektab, il est mektab, alors que il faut faire des choses tout de même pour qu'on puisse réaliser les éléments. Ça, c'est le premier. Le deuxième élément comme obstacle, c'est ce qu'on appelle la résistance au changement. C'est certaines personnes qui sont soit de la voie interne ou ceux qui ont déjà donc conduit des processus, et à un moment donné, il y a cette confrontation qu'il faut savoir outrepasser. Il y a un autre élément, pas des moindres, mais cette relation entre les organes de régulation et les institutions de contrôle, ça dépend de la casquette avec laquelle ils viennent. Lorsqu'ils sont dans une casquette d'explication, d'accompagnement et de clarification, les choses peuvent aller dans une certaine fluidité. Mais par contre, lorsqu'on essaie d'être dans l'esprit de la sanction, de la rigueur, à un moment donné, on se trouve malheureusement face à l'absence de résultats positifs, ce qui ne permet pas. Il y a vis-à-vis maintenant des organes de production, de la maintenance notamment, ils ont comme priorité, c'est le résultat, c'est le chiffre, c'est ce qu'ils peuvent donner comme résultat. Donc il y a ce gap entre les priorités des uns et des autres. Et personnellement, à un moment donné, j'ai changé un peu de paradigme et je me trouve du côté de la maintenance, du côté de la production, et je donne un coup de main à la production et ça me permet en douceur d'intégrer les dispositions de maîtrise. Un autre axe, c'est l'axe des moyens. Et là, je peux vous dire que les moyens, malheureusement, en sont pleins tout le temps. On a toujours besoin de moyens, notamment économiques, mais je pense qu'à mon sens, l'organisation et la prise de conscience des risques, l'information, la sensibilisation, ce sont beaucoup d'éléments qui peuvent avoir moins de coûts, mais avec beaucoup d'effets. Et je reviens spécifiquement sur la sensibilisation à distinguer de l'information et de la formation, parce que la sensibilisation, quand vous ne voyez pas que vous touchez je dirais un peu le côté sentiment, le côté intelligence émotionnelle des gens pour qu'ils soient imprégnés du risque dont vous leur parlez et de son ampleur, si vous ne le voyez pas sur le faciès des gens, eh bien justement la sensibilisation n'apportera pas le fruit attendu, bien au contraire, des fois on peut le sous-estimer. Je suis parfaitement d'avis avec vous. En tout cas, merci infiniment pour ces réponses qui sont toujours aussi pragmatiques. Je pense que ceux qui nous suivent s'accordent avec moi qu'aujourd'hui, à travers le prisme de vos interventions, on retient essentiellement qu'il ne s'agit pas d'un engagement à sens unique, donc au sens des entreprises, ce n'est pas leur responsabilité à elles seules. Aujourd'hui, il y a tout un écosystème d'acteurs qui doivent jouer leur rôle correctement afin de pouvoir garantir un écosystème plus sûr pour les professionnels de différents secteurs d'activité. En tout cas, merci infiniment, docteur, d'avoir partagé votre point de vue sur comment aujourd'hui l'intelligence collective peut être mise au service de la santé-sécurité, comment l'innovation peut être un boost pour pouvoir faciliter l'intégration des processus au sein des organisations. Je ne sais pas si vous avez encore quelques minutes avec nous pour plus tard quand les participants poseront leurs questions.
Si ce n'est pas le cas, on vous en tiendra pas rigueur. On recensera les questions. Ça sera l'occasion de vous avoir à nouveau pour pouvoir échanger sur les questions qui reviendront le plus souvent. Merci beaucoup de votre disponibilité et on reste à disposition si jamais vous avez un petit temps pour revenir parmi nous. Merci beaucoup, docteur. En tout cas, je vais essayer de me brancher par téléphone et je ferai de mon mieux parce que je me ferai plaisir d'entendre les autres intervenants. Et à l'occasion, ça, je l'ai constaté, ça fait longtemps, hein, c'est que au niveau des pays africains dont on fait partie, bien sûr, nous avons des compétences qui n'ont rien à en vouloir aux compétences de l'autre côté. Et tout est en l'honneur, bien sûr, de nos ancêtres qui nous ont d'abord bien éduqués pour être à l'écoute et pour bien comprendre. Et on a beaucoup de matière, on doit croire à nos compétences. Merci beaucoup. Merci beaucoup et merci infiniment pour la disponibilité. Sur ces mots, tout à l'heure, hein, dans vos différentes interventions, que ce soit vous, Monsieur Sidibé et Docteur Moukoro, n'hésitez pas peut-être à réagir aux différents propos qui viennent d'être annoncés et à l'analogie exposée par le Docteur Essaïd. Peut-être que si jamais il est avec nous en sous-marin, il pourra réagir en commentaire si son temps lui permet. Donc, sur ces mots, je me tourne vers la dame de mon panel. Je rappelle en fait que le docteur Bernadette Moukoro est médecin du travail. Elle est également consultante en santé-sécurité. Donc, c'est une thématique qui est aujourd'hui ancrée dans son quotidien. Je vais lui laisser la parole déjà pour nous parler d'elle, qui elle est, et à la suite de ça, nous partager son point de vue, son prisme de réflexion sur la thématique que nous abordons aujourd'hui. Docteur Moukoro, je vous passe la parole et on est impatient d'entendre vos propos sur la question. Ton micro est en mute. Oh. C'est parfait. On vous entend. Je vous donne la main pour pouvoir défiler la présentation. Vous avez les petites touches de direction en bas pour pouvoir aller à l'avant ou à l'arrière. D'accord. Je dirais bonjour tout le monde. Merci beaucoup, Madame Awali. Merci beaucoup aux organisateurs du cluster digital Afrique. Je suis très, très honorée d'être à cette session avec vous. C'est une première expérience. Jusqu'à l'autre jour, quand j'ai vu l'offre, je ne connaissais pas Cluster Digital Afrique. Donc, c'est une première découverte pour moi. Et j'ai la chance d'être une communicante. Donc, vraiment, merci beaucoup à vous pour cette opportunité. Bon, moi, qui suis-je? Je suis docteur Sebit Bernadette Moukoro. Je suis malienne. Après mes études de médecine générale, j'ai travaillé environ 6 ans où je faisais le marketing pharmaceutique en tant que délégué médical. Arrivé à un moment, j'étais un peu fatiguée de ça. Donc, j'ai fait une reconversion professionnelle et j'ai fait ma spécialisation en médecine du travail. J'ai terminé il n'y a pas longtemps et compte tenu des réalités que nous avons au Mali, au jour d'aujourd'hui, moi, je suis à Dakar, mais je fais des prestations entre Dakar et le Mali. Excellent. Merci infiniment, docteur, pour ce partage. Moi, ça me fait vraiment plaisir de voir qu'aujourd'hui, il y a des dames, des pratiquantes qui se sont spécialisées sur ces questions, parce que très souvent, c'est des profils masculins qui sont là. Et je me dis qu'il y a aussi une question de genre qui peut être sensible dans la prise en compte des mesures de santé et sécurité, notamment dans des secteurs comme les mines, où il y a énormément un taux de risque qui est très élevé. Mais peut-être que je ne vais pas m'avancer tout de suite. Je vais vous laisser dérouler le prisme de votre présentation et je vais en venir aux petites questions que j'ai préparées pour vous autour de la thématique. Merci. Vous pouvez défiler à votre niveau. Hein. OK, donc c'est parfait. Je prends la main un instant. Oui. Super. Et ça y est. Je ne sais pas si vous avez la présentation à l'écran. Je l'ai. Donc, pour aborder cette thématique, moi, j'ai décidé d'adopter le plan suivant, à savoir une introduction,
Un petit rappel sur les fondamentaux de la santé et sécurité au travail, les innovations au service de la prévention, quelques informations sur l'intelligence collective, les défis et les perspectives, et puis une petite conclusion. La santé et sécurité au travail, c'est un enjeu très crucial. C'est là pour protéger le capital humain. C'est un droit fondamental pour les travailleurs. En 2021, au niveau de l'Institut national de prévoyance sociale, ils ont eu à débourser plus de 600 millions de francs CFA en termes de réparation des accidents de travail. Et durant la même année, ils ont enregistré 523 cas d'accidents de travail. Et vous et moi savons les réalités en rapport avec une politique de santé et sécurité au Mali qui est absente. Les lois qui les régissent sont très, très anciennes. Donc, cette information au niveau de l'INPES n'englobe pas toute la totalité du Mali. Parce que l'INPES ne prend en charge que les employés du secteur privé. Alors que les employés publics, gouvernementaux et le secteur informel même qui a le plus d'employés au Mali ne sont pas enregistrés, ne sont pas... ils sont pas fichés, donc on peut même pas estimer les cas d'accidents de travail, de maladies professionnelles au Mali au jour d'aujourd'hui. À la suite de ça, on va faire quelques définitions en rapport avec la santé et la sécurité au travail. C'est des bases fondamentales, mais le rappel est toujours pédagogique. La santé et la sécurité au travail, c'est l'ensemble des conditions physiques, mentales, sociales qui affectent la santé des travailleurs. Sécurité au travail, c'est l'ensemble des mesures et des dispositions prises pour prévenir les accidents de travail et les maladies professionnelles. L'innovation en santé et sécurité au travail, qui est le point essentiel de la présentation, c'est l'introduction de nouvelles idées, méthodes, technologies et organisations pour améliorer encore la santé et la sécurité au travail. Et la prévention en tant que telle, c'est l'ensemble des mesures visant à éviter la survenue des accidents de travail et des maladies professionnelles. Les fondamentaux de la santé et sécurité au travail, ils sont sous 3 niveaux. C'est d'abord un cadre normatif. La médecine du travail, la santé et la sécurité au travail, c'est un cadre normatif. Et ce cadre normatif, c'est sur les lois, les normes de l'Organisation internationale du travail et Bureau international du travail, les lois nationaux et internationaux, plus aussi les ISO 45001 en rapport avec la santé et la sécurité au travail. Malheureusement, chez nous au Mali, les lois, les textes en rapport avec la santé et la sécurité au Mali sont anciennes depuis l'indépendance. Malgré la révision du code minier, ce chapitre concernant la santé et la sécurité au travail n'a pas été revu. Ça va faire plus de 10 ans que l'État malien n'a pas recruté un médecin du travail à la fonction publique. Au niveau de l'Institut national de prévoyance sociale, et ils sont en déficit même de médecins du travail. La fonction publique qui vient de lancer tout récemment, il n'y en a pas. Au jour d'aujourd'hui, il y a une quinzaine de médecins du travail maliens qui sont formés, qui sont disponibles, prêts à être embauchés. Le second niveau, ce sont des concepts et une démarche. Ces concepts et cette démarche tournent autour des risques professionnels. On va faire une évaluation des risques professionnels. On va faire la cartographie qui va se terminer par l'élaboration du document unique. C'est comme le passeport de l'entreprise. Ce document unique doit être disponible, doit être à la vue de tous, doit être maniable. Tout le monde, que ce soit les acteurs internes et externes de l'entreprise, doivent avoir accès à ça. C'est vraiment la carte d'identité en matière de prévention de l'entreprise.
Et l'autre aspect, ça c'est les institutions et les acteurs au haut niveau de la pyramide. Donc, au niveau périphérique, on a les entreprises, les organismes, les inspections du travail, les caisses de sécurité sociale. C'est au niveau de la pyramide, voilà. Et au niveau intermédiaire, c'est la caisse de sécurité sociale et l'inspection du travail. Et au niveau périphérique, c'est l'État. Et là-bas, l'État, à travers le ministère du Travail, ministère de la Santé, doit vraiment veiller à ce que les normes qui sont en train de ratifier au niveau international, une fois au Mali, qu'on puisse vraiment les adopter, les mettre en pratique et trouver encore des voies et moyens de surveillance pour surveiller si réellement ces lois-là, ces normes-là sont respectées. Malheureusement, au jour d'aujourd'hui, au Mali, nous sommes beaucoup en retard. Diapo. L'innovation au service de la santé. L'innovation peut jouer un rôle crucial dans l'amélioration de la prévention des risques professionnels au Mali, en particulier dans notre contexte de crise sociopolitique et de longue date, avec tous les autres éléments. Mais malheureusement, nous sommes limités au niveau de beaucoup de ressources. Moi, je vous présente quelques pistes d'innovation et d'exemples potentiels qu'un jour le Mali pourra utiliser au niveau des TIC, au niveau des techniques et matériels, surtout dans les BTP, dans les mines. Je suis sûre et certain que M. Sirvé sera d'accord avec moi, et même au niveau social et organisationnel. Diapo. Ça, c'est quelques exemples concrets d'actions innovantes. Les gilets avec des détecteurs, ça permet les gens qui sont dans les BTP, quand il y a la haute température, ces gilets-là pourra alerter ou mesurer la thermorégulation de l'organisme du travailleur. Il y a de ces entreprises aujourd'hui qui sont en train de faire des bottes avec des puces vibraires. Dans les entreprises où l'ouvrier doit prendre des charges lourdes par rapport à la manutention. Donc, quand les charges lourdes dépassent la norme, les puces vont envoyer des vibrations aux bots et l'ouvrier saura qu'il a dépassé les seuils de limite, et ces éléments-là permettent de prévenir les troubles musculo-squelettiques chez ses employés. Et au niveau de la communication avec la télémédecine, aujourd'hui, nous, médecins du travail, on fait beaucoup de télémédecine. Diapo. La prévention, c'est un pilier essentiel. Mais la prévention passe d'abord par une identification précise des risques professionnels. Et dans cette identification précise des risques professionnels, le médecin du travail assure le rôle de surveillance médicale des salariés. Et quand on parle de surveillance médicale, tout employé avant l'embauche doit faire ce qu'on appelle la visite médicale d'embauche pour savoir s'il est apte à occuper ce poste, s'il n'a pas des pathologies qui pourront être aggravées par le poste, s'il n'a pas des pathologies qui sont danger pour ses autres collègues au travail. Malheureusement, au Mali, très peu d'employés ont droit à cette visite d'embauche. Après les visites d'embauche, il y a les visites annuelles. Une fois dans l'année, c'est un droit, c'est un devoir de l'employé envers le travailleur. Une fois dans l'année, l'employé doit faire des visites médicales annuelles. Malheureusement, encore au Mali, c'est autre chose. À côté de ça aussi, il y a d'autres types de visites. Par exemple, quand une femme va en congé maternité, quand elle doit reprendre, on appelle ça visite de reprise. Un employé qui est en arrêt maladie, pendant un certain nombre de temps, quand il reprend, on doit faire des visites médicales de reprise. Ou bien un employé qui est victime d'accident de travail, après la consolidation, tout, avant de reprendre le travail, on doit faire une visite de reprise. Malheureusement, avec l'absence d'une politique de santé et sécurité au travail au Mali, tous ces éléments-là sont quasi absents. En plus de la surveillance médicale, le médecin du travail a un rôle de conseiller auprès de l'employé et
tous ces éléments-là combinés va le permettre de faire la prévention et des employés. Et cette prévention se passe à 2 niveaux. Il y a une prévention collective qui est le plus recommandée, qui est le plus sollicitée. Cette prévention collective se divise en 3 niveaux. Il y a le niveau primaire, niveau secondaire, niveau tertiaire. Et puis la prévention individuelle qui passe par les équipements de protection individuelle, qui est le domaine d'activité de M. Siribé. Je ne vais pas rentrer dans ça, ça c'est pour eux. L'intelligence collective, la clé du succès. Ensemble, je pars plus rapidement. Non, ensemble, on part plus loin. Seul, je pars plus rapidement. Au jour d'aujourd'hui, dans cette innovation, dans l'intelligence collective, nous, la nouvelle génération, on doit aller ensemble pour aller le plus loin possible parce qu'on a toutes les ressources nécessaires pour vraiment avoir une bonne pratique de santé et sécurité au travail en Afrique, au Mali. Et tous ces éléments passent par une implication de tous, une bonne communication et les partages de connaissances à travers les collaborations, à travers cette opportunité de webinaire que Cluster Digital Afrique est en train de nous offrir cet après-midi. Les défis et les perspectives pour l'avenir. Il y a l'innovation, ça évolue, ça change rapidement. Et on est obligé de s'adapter. Mais nous, médecins du travail, les conseillers en santé et sécurité au travail, en ergonomie, c'est pas à l'homme de s'adapter au travail, c'est au travail de s'adapter à l'homme. Donc, dans cette évolution constante, on doit trouver le juste équilibre. Malgré cette évolution qui est rapide, comment faire pour que le travail puisse s'adapter à l'homme? Et ça passe toujours à travers des formations, l'information, la sensibilisation qui va nous permettre vraiment d'avoir une approche globale et on pourra vraiment s'adapter à cette évolution au fur et à mesure. Enfin, ensemble, construisons un avenir sûr. Ça passe par quoi? Une innovation, l'intelligence collective qui va nous permettre d'avoir la prévention de tous. Merci beaucoup de votre aimable attention. Merci infiniment à vous, Dr Moukoro, pour ce partage très pragmatique. Je vous remercie très sincèrement de l'approche que vous venez de partager avec nous. Déjà, cette présentation met en lumière les différents chantiers qu'il nous reste à attaquer au niveau du Mali. Il y a énormément d'enjeux, de problématiques qu'on rencontre dans notre écosystème. Et je pense que c'est quelque chose de remarquable dans plusieurs secteurs d'activité. Et vous avez partagé des chiffres et des réalités qui sont très importantes. Et ça met en exergue un fait, c'est qu'aujourd'hui, dans nos décisions politiques, dans nos orientations en termes de priorités politiques, il faudrait prendre de réelles mesures pour faire de la santé-sécurité au travail un créneau important, un créneau prioritaire. Et vous avez donné une phrase tout à l'heure, je pense qu'il est important de la refaire résonner. Pour les professionnels qui sont parmi nous, ce n'est pas à l'homme de s'adapter au travail, c'est au travail de s'adapter à l'homme. Et ça met vraiment en lumière le fait qu'aujourd'hui, le facteur humain doit rester au cœur de la politique et de la stratégie de production de nos institutions afin de pouvoir préserver au mieux le bien-être des travailleurs au sein de leur environnement de production. Donc, merci infiniment, docteur, pour ce partage. Et j'ai relevé des points très intéressants dans votre présentation. Une des questions qui m'est du moins paru suite au partage que vous avez fait, c'est qu'aujourd'hui, en tant que praticienne, il y a énormément de constats que vous faites en termes de réalité terrain. J'aimerais savoir, selon votre expérience aujourd'hui, quels sont les risques professionnels qui sont les plus critiques dans l'écosystème malien que vous constatez, sur lesquels vous pourrez éventuellement partager avec nous. Au jour d'aujourd'hui, le numéro 1 des risques professionnels auxquels tous les Maliens sont exposés, c'est ce qu'on appelle les risques psychosociaux,
à travers le stress, l'épuisement professionnel. Ça, moi, si je dois classifier notre contexte malien, je mettrais les risques psychosociaux en première position. En deuxième position, on a les risques physiques et mécaniques dus aux accidents de travail, par exemple dans les BTP. Malheureusement, sur nos BTP au Mali, les mesures de sécurité ne sont pas respectées. On a beaucoup de cas d'accidents de travail. Et dans les transports routiers, au jour d'aujourd'hui, on attend constamment qu'il y a accident dû souvent à la mauvaise état des routes, aux surcharges et aux chauffeurs qui sont fatigués. Troisième risque, ça c'est les risques biologiques et chimiques. Et ça concerne deux corps de métier. Le personnel médical et soignant, ils en sont beaucoup exposés avec les cas de COVID-19, de Ebola. On en a vu des cas au Mali parce qu'on n'était pas préparé, on n'avait pas ce qu'il faut et le personnel soignant en a vraiment payé une partie de ça. Maintenant, les risques chimiques, il y a quelque chose qui est vraiment informel au Mali. Ça, c'est la teinture artisanale avec les bassins. C'est un secteur qui utilise beaucoup de chimie, qui est exposé beaucoup, mais c'est un secteur qui est à 100% informel. Ils n'ont rien, ils n'ont pas de texte, ils n'ont pas de suivi. Même s'ils ont des équipements de protection, souvent qui sont individuels, mais qui sont vraiment inefficaces. Donc, moi, au jour d'aujourd'hui, c'est les trois risques majeurs vraiment auxquels moi, je vois du tic au tac dans notre contexte malien. Merci beaucoup, docteur, pour ce retour. Peut-être juste avant de rebondir sur ce que vous venez de partager, je vois qu'il y a une main levée de Cheikh Salah. Je ne l'ai pas rappelé tout à l'heure, mais tous les participants peuvent adresser leurs questions tout à l'heure. On a une phase dédiée aux interactions. Mais en attendant, si vous voulez vraiment réagir à chaud, n'hésitez pas à solliciter l'espace commentaire. Et je note dans mon petit carnet que vous avez besoin de partager avec nous tout à l'heure. Je vous donnerai la parole sans problème lors de la phase d'interaction. Donc, merci beaucoup, docteur. Je pense que c'était très important que vous abordiez surtout la question de la santé mentale. Je pense que c'est un sujet qui reste très tabou dans nos sociétés aujourd'hui. Je pense qu'au vu de nos cultures, également des réalités culturelles, mais aussi du background religieux qu'on a dans nos sociétés, c'est un sujet qu'on prend très à la légère. Et aujourd'hui, on remarque que les causes de stress, de dépression font ravage dans nos sociétés. Et c'était très important que vous abordez cette question. Et je pense qu'il serait intéressant que nos organisations, nos institutions puissent mettre des dispositifs pour pouvoir accentuer le suivi des collaborateurs en termes de bien-être mental au niveau de leur environnement de travail. Et ça, je pense que le social a un impact sur la productivité des collaborateurs sur le terrain. Donc, merci beaucoup pour la réaction. Une deuxième petite question que j'avais au niveau de votre présentation, c'est que vous avez parlé beaucoup des problématiques, des gens qui étaient à aborder au niveau de notre écosystème. J'aimerais savoir aujourd'hui en termes de recommandations de la prévention, surtout dans les structures, et structures qui n'ont pas forcément le but Votre micro est en train de se couper. Je ne vous reçois pas bien. Monsieur Siribé, je ne sais pas si vous avez compris sa question. Moi, je n'ai pas entendu. Il y avait du bruit. Malheureusement, c'est le même cas que je n'ai pas compris. Ça crachait beaucoup. Ok, peut-être elle va revenir parce qu'apparemment, elle n'est plus en ligne.
Allô? Je ne sais pas si on me reçoit. Oui. Super. Désolée, j'ai dû switcher. Je ne sais pas si vous aviez entendu une partie de ma question ou si vous avez déjà commencé à réagir. Pas du tout. Non, malheureusement, il y avait du bruit. Si vous pouvez répéter la question, s'il vous plaît. Allô, allô? Oui, j'ai l'impression qu'il y a quelques soucis avec votre micro. Hein. On a entendu qu'il y a du bruit. Je vais redémarrer tout à l'heure, mais je profite de l'instant. L'idée, c'est que partager aujourd'hui vos recommandations sur comment instaurer. Et là, est-ce que c'est OK? J'ai juste entendu comment instaurer. Donc, je ne sais pas si la question, c'est comment instaurer une politique de santé et sécurité au travail. Alors, la question, c'est comment instaurer une culture de la prévention, surtout au sein des petites entreprises, des petites structures qui n'ont pas forcément le budget d'investir dans un arsenal où on suit toutes les étapes, toutes les procédures, où on peut se faire accompagner de professionnels tels que M. Sidibé. Donc aujourd'hui, quel est le conseil que vous avez pour les petites entreprises qui veulent également s'inscrire dans une logique de santé et sécurité? Je vais prendre l'exemple typique sur le Sénégal où je suis depuis quelques années. Comme eux, ils ont une réglementation, une loi qui les oblige et l'inspection du travail suit ça vraiment à la rigueur. Quand l'employeur ne respecte pas ça, souvent même on peut le sanctionner pour aller fermer l'entreprise. Donc ici, c'est des cabinets de consultation en santé et sécurité au travail. Donc ça fait de telle sorte que contrairement à une grosse entreprise, à une mine qui peut se donner le luxe d'embaucher un médecin du travail à plein temps, qui est coûteux, vous pouvez avoir un consultant en santé et sécurité au travail et vous allez faire des prestations. J'ai quelques promotionnaires et quelques collègues qui sont à Bamako et ils sont aussi ils sont dans cette lancée. Mais malheureusement, quand on va vers les petites et moyennes entreprises en essayant de les montrer et l'importance, l'enjeu d'une politique de santé et de sécurité au travail et ils pensent directement au coût argent. Et comme il n'y a pas de loi, il n'y a pas de réglementation, donc je ne suis pas obligée de le faire. Pourquoi je vais le faire? Pourquoi je vais dépenser de l'argent? Moi, personnellement, l'année passée, j'ai eu à contacter des entreprises qui ont à peu près 50, 60 employés qui sont vraiment beaucoup exposés aux risques psychosociaux. Mais quand j'ai parlé avec lui, j'ai dit médecine du travail. Il dit, les médecins du travail, ça, c'est les fiches de repos, les certificats. Mais si c'est ça, c'est bon. Donc, mais Dieu merci, la société malienne de santé et sécurité au travail, depuis quelques années, à travers FESIS, nous sommes en train de faire beaucoup de campagnes de sensibilisation, de formation à travers les web télé, les plateaux télé, les radios et en langue locale. Donc, vraiment, aujourd'hui, le Mali a un grand paquet de médecins du travail qui sont là. Ils n'attendent que le Mali et les Maliens nous exploitent. Je pense que le message, il est très bien passé. Les entrepreneurs qui sont parmi nous, on se sait, on a bien compris le message que le docteur nous a passé. Donc, il faut qu'on prenne ce sujet au sérieux. Mais je pense que ça révèle en fait une problématique très importante, c'est qu'aujourd'hui, il faut instaurer une réelle culture de la santé-sécurité au sein des mœurs dans nos sociétés. Et ça, aujourd'hui, des plateformes comme celle-ci que le CDA nous offre sont des plateformes aujourd'hui qui se prêtent à ce jeu. Je voyais tout à l'heure une main levée de Dr Essaïd qui est parmi nous, qui souhaiterait peut-être rebondir rapidement avant qu'on passe à l'intervention de M. Sidibé. Avant de vous donner la parole, docteur, j'aimerais quand même remercier Dr Moukoro
pour ce partage qui est brillant. On reviendra vers elle lors de la phase d'interaction et lors de la phase de questions-réponses avec l'audience pour approfondir un peu les propos qui sont là. Donc, avant de clôturer, messieurs, dames, les entrepreneurs, les chefs d'entreprise, de petites et moyennes entreprises, les nous là, il faut qu'on intègre les propos de docteur dans nos logiques de pensée. Donc, note à nous-mêmes pour cela. Donc, merci beaucoup, docteur. Et docteur Essaïd, si vous souhaitez toujours rebondir, la parole est à vous. Oui, si vous permettez, alors personnellement, je peux apporter un complément. Cette notion de culture, en fait, même si on dit on instaure une culture, mais on veut dire que arriver au niveau supérieur, au niveau où la chose passe du difficile, passe du ridicule vers l'évident. Ça veut dire, ça devrait être une évidence. Et pour grandir, c'est comme lorsqu'on dit à quelqu'un, comment peut-on faire pour grandir? Ben, on va lui dire, vous devez passer par les différentes phases de la vie. Ça veut dire que, et la notion d'ailleurs de culture en langue française, elle va vers la notion de la semence, la notion du cultivateur. Donc, pour cultiver, il faut faire justement ce que le docteur l'a précisé clairement. C'est-à-dire, il faut faire ça, il ne faut pas hésiter à le faire et à le refaire pour que ça grandisse. Et peut-être les gens qui connaissent la langue arabe, le terme de culture est beaucoup plus dans un sens de verrouillage. Le mot en arabe, il va vers le verrouillage. Ça veut dire que ce que vous avez fait de bien, ce que vous avez apporté comme du bien, eh ben, veillez à le maintenir et à ne pas le lâcher. Donc, toutes les bonnes pratiques, toutes les bonnes choses, il ne faut pas oublier, il ne faut pas sortir de ça. Donc, la culture, à chaque phase, on identifie le niveau de culture et on doit le faire évoluer vers le haut. Voilà. Merci. Merci beaucoup, docteur, pour cette intervention et ce complément qui est très percutant. On prend très bonne note de vos recommandations et de votre rapport. Donc, merci beaucoup. On va sans plus tarder passer à la dernière intervention de ma petite table virtuelle. Il s'agit de M. Brahima Sidibé, qui, je le rappelle, est conseiller en santé et sécurité au travail. C'est son quotidien de mettre en œuvre les mesures, de faire face à des cas réels. Et je pense qu'à travers son partage, on aura l'occasion de voir aujourd'hui dans des secteurs comme dans un secteur ou dans un écosystème comme les exploitations minières où le risque de santé et sécurité est très élevé, comment on applique aujourd'hui ce concept-là au quotidien. Donc, Monsieur Sidibé, je vous laisse la parole déjà pour nous parler de vous, qui vous êtes, quel est votre parcours. Et je pense qu'à la suite de ça, on peut échanger à travers des petites questions d'exploration autour de votre point de vue sur la question du jour. Là, il y a votre micro qui était coupé. Ok, bonsoir tout le monde. Bonsoir. Moi, c'est M. Brahima Sidibé, je suis conseiller santé et sécurité à la mine de Fécola, une filière de Petit Mali. Je suis un professionnel de la santé et sécurité, en même un préventionniste. Voilà, depuis plus de 20 ans, j'évolue dans le domaine. Donc, avant de commencer, je tiens beaucoup à féliciter l'IDEA pour le choix du thème, qui est très important, et aussi à leur dire merci, un grand merci pour leur choix sur nos personnes. D'accord, merci beaucoup, c'est moi, Brahima Sidibé. Merci beaucoup, M. Sidibé. La question qui m'est venue en premier quand j'ai vu votre profil dans la liste des participations, c'était surtout une question de curiosité. Je pense que beaucoup de personnes se posent les mêmes questions. Aujourd'hui, vous, en tant que praticien dans un écosystème, dans un environnement où le risque quand même est très élevé, quels sont les cas concrets d'incidents que vous constatez, que vous évitez et surtout comment vous le faites? Quels sont les dispositifs que vous utilisez et les mesures que vous utilisez au quotidien pour pouvoir préserver le bien-être de vos collaborateurs sur vos exploitations? D'accord, merci encore. Avant de commencer avec les cas concrets, je tiens d'abord à comprendre à l'audience c'est quoi la santé et la sécurité au travail.
Quand on parle de la santé, de la sécurité au travail, les gens entendent ou voient les médecins. Ils ont un rôle à jouer. Mais nous, en tant que préventionnistes, nous, on ne voit pas la santé et la sécurité comme seulement pour les médecins. Chez nous, on dit la santé et la sécurité peut être désignée comme diverses disciplines qui visent à éliminer ou à supprimer les effets néfastes de nos activités sur l'homme et sur son environnement. Quand on dit diverses disciplines, il faut attendre parler d'abord des médecins qui jouent le rôle du médecin du travail. Il y a les préventionnistes qui font l'évaluation des risques, la prévention de tout ce qui est danger et risque sur le lieu de travail. Si on voit ceux qui mettent en place les procédures, l'application des procédures du travail. Donc, c'est l'ensemble de ces disciplines que nous, on appelle dans notre jargon santé et sécurité. Ce n'est pas seulement les médecins, oui, les médecins, les hygiénistes, ceux qui font la qualité, ceux qui font la prévention. C'est l'ensemble de ces disciplines que nous, on appelle santé et sécurité. Donc, ensuite, quand on parle par rapport au cas concret d'accident que nous avons pu éviter par rapport, grâce à nos méthodes en place, vous savez, quand on parle de la mine, on parle des grosses machines, on parle des produits chimiques, on parle d'un trou béant, de la mine même, et on parle aussi des équipements mobiles tels que les convoyeurs, les crachettes et autres. Dans notre système, le plus grand risque que nous connaissons, ça c'est d'abord la conduite. La conduite des engins, la conduite des équipements légers. Dans la mine, les gens peuvent travailler plus de 10 ans dans la mine, ils n'ont pas vu les produits chimiques, ils n'ont pas touché les produits chimiques. Personne ne peut travailler dans la mine d'une manière ou d'une autre sans utiliser les équipements un seul jour. Soit tu conduis un véhicule, soit un bus t'amène de ton lieu de logement vers ton lieu de travail, ou soit c'est les grosses machines, les gros camions qui transportent les minerais vers la carrière au dépôt ou la carrière dans le crochet. Donc, nous, on a enregistré un accident où un jour, un camion descendait de la rampe, le chauffeur a perdu le contrôle, il a perdu le mur. À un moment, la direction, avec les préventionnistes, ont réfléchi comment éviter les cas pareils. On s'agit pour vous donner les cas concrets d'accidents qu'on a pu éviter par rapport avec nos technologies. On a réfléchi, on a travaillé avec Caterpillar pour mettre dans nos machines des équipements de surveillance qu'on appelle les DSS. Ces équipements de surveillance est composé d'une caméra et la caméra est reliée à un poste de contrôle et avec le dispositif aussi on a un équipement vibrateur qu'on monte sur le siège de l'opérateur. Une fois que l'opérateur commence à s'endormir, le message est directement envoyé à la salle de contrôle. La salle de contrôle appelle l'opérateur à la radio pour lui dire de se garer. Si entre-temps l'opérateur continue à dormir, l'équipement va vibrer son siège. Donc, ça va faire vibration et l'opérateur va se réveiller. Voilà la technologie que nous, on a installée dans nos machines pour pouvoir éviter les accidents les plus graves. Parce que les accidents les plus graves se produisent généralement avec les conduites. Merci infiniment, M. Sidibé. Je pense que votre partage peut être extrapolé à d'autres exploitants qui sont dans le secteur des mines en termes de lignes où on trouve le plus de risques donc dans la conduite ou dans la gestion des engins de façon générale au niveau de l'exploitation. Et c'est vraiment très salutaire de voir qu'aujourd'hui, vous investissez au sein de B2Gold réellement dans la sécurité, dans la prévention des cas d'accident ou d'incidents auprès de vos collaborateurs. Donc, merci beaucoup du partage. Une question me vient subitement. Tout à l'heure, lors des différentes interventions, que ce soit dans les interventions de Dr. Saïd ou de Dr. Mokoro, on a beaucoup abordé la question de nos cultures, c'est-à-dire que le fait que le concept même de la prévention
le concept même de la prise de mesures de sécurité n'est pas ancré dans les mœurs du Malien, de l'Africain de façon générale, peut être un enjeu pour pouvoir faire appliquer les mesures de santé-sécurité. J'aimerais savoir, vous, aujourd'hui, en tant que praticien, est-ce que vous faites face à des cas de résistance ou des cas de complications en termes d'adoption des mesures, surtout dans un environnement où aujourd'hui le respect des normes est très très important, voire même inévitable dans votre secteur d'activité. Est-ce que vous faites face à des collaborateurs qui sont, pour des questions de culture ou de mœurs ou même d'habitude, un peu compliqués à faire adhérer aux dispositifs que vous essayez de mettre, de faire appliquer au quotidien? Évidemment, tous les jours, moi en tant que conseiller santé et sécurité, je suis aussi formateur. La culture en santé et sécurité peut être définie comme des valeurs, des croyances ou des comportements partagés. Quand on prend la santé et la sécurité dans sa globalité, on trouve que avant de parler de la culture, il faut d'abord parler de l'importance de la santé et de la sécurité et les raisons pour lesquelles on a la santé et la sécurité dans les milieux professionnels. Pour répondre à votre message, je vais un peu m'aventurer dans les explications qui disent que les raisons qui poussent les entreprises à faire de la santé et de la sécurité sont au nombre de trois. Il y a trois grandes raisons. La première raison, c'est raison morale. Les entreprises ont peur de leur réputation. Aucune entreprise minière ou aucune entreprise de façon générale ne souhaite que les médias parlent d'elle avec les accidents, les blessures et les morts tous les jours. Donc, pour cette raison, les entreprises sont obligées de faire la santé et la sécurité. La deuxième raison peut être les raisons, après les raisons légales. Les raisons légales, il y a les textes du Mali, même si les textes ne sont pas très riches. Et il y a aussi la convention C155 que le Mali a ratifiée. Effectivement, comme madame l'a dit, le Mali n'a pas une politique santé et sécurité. Mais le Mali a ratifié la convention C155 de l'OIT en 2016, je crois, en 2016, ça a été mis en application. Et cette convention C155 peut être utilisée aujourd'hui au Mali comme une politique de santé et sécurité. Parce que la convention est très bien dite. Les pays qui ont déjà une politique de santé et sécurité, ces pays ne sont pas obligés de ratifier la convention C155. Mais les pays qui n'ont pas une politique de santé et sécurité peuvent prendre la convention C155 de l'OIT et la recommandation R164 comme leur politique de santé et sécurité. Ça, c'est une raison légale. S'il y a une raison économique, vous savez, tous les accidents sont coûteux. Il y a les coûts directs qu'on peut mesurer et il y a les coûts indirects qu'on ne peut pas mesurer. Comme madame l'a dit, il y a des entreprises, des petites et moyennes entreprises qui pensent que la santé et la sécurité, c'est juste des dépenses inutiles. Ils n'ont pas compris. Il y a un coût. Chaque accident est coûté. Il y a un coût direct et un coût indirect. Je donne juste un exemple. Payez votre Sotraman, vous donnez à un chauffeur. Vous ne vous êtes pas soucié de son état de santé, de son état mental et physique. Il fait un accident avec votre Sotraman, c'est gâté. Et si le monsieur est blessé en tant qu'employé, vous allez le traiter. Et si votre Sotraman est gâté, vous allez réparer. Et ensuite, combien de temps le Sotraman va faire sans travailler? Et combien de recettes, des jours de recettes, vous perdez? Donc voilà les coûts directs et les coûts indirects. C'est ce que les entreprises ont compris, disent que la santé et la sécurité a un coût. Donc ça, c'est raison économique. Pour revenir un peu avec votre réponse par rapport à la culture santé et sécurité, effectivement, chez nous, on a un problème culturel. Tu dis à certains, tu parles de la prévention, il y a certains qui vont te parler de Allah. Ce n'est pas vos mesures qui nous protègent, mais c'est Allah qui nous protège. Donc ça, c'est des raisons, ça, c'est des croyances. Et personne ne peut enlever ces croyances-là dans leur tête. Il y a certains, quand on leur parle de la santé et sécurité, ils pensent que non, j'ai une sourate, un doigt, quand je lis ça 3 fois, 5 fois, 10 fois, je suis protégé toute la journée. Quelqu'un qui pense de cette manière, les mesures de sécurité ne lui disent rien. Lui, il a déjà une culture.
Aussi, au Mali, nous, on a une culture qui dit que pour avoir une bonne santé et sécurité dans les entreprises, il faut avoir une culture interdépendante. La culture interdépendante, c'est que moi, je me soucie de toi, tu te soucies de moi. Et chez nous, quand on essaye de faire rappeler aux gens par rapport à leurs obligations, moi, je de sécurité, ils pensent qu'on est des escrocs. Excuse-moi les termes, entre parenthèses. Donc, et nous, dans notre culture, on a peur de quelque chose qu'on appelle le dahirime. Voilà, le pain quotidien. Personne ne perd la cause pour quelqu'un qui ne veut pas gagner son pain quotidien. Donc, le dahirime, ça aussi, c'est un grand problème chez nous. Donc, quand on résume, on va voir que c'est un problème culturel et qui est un grand frein pour la santé et la sécurité dans les entreprises, même dans notre vie. Donc, vous allez voir. Voilà. Donc, il y a aussi quelque chose qui est ancré dans notre société, qui devient même la culture, ça c'est la corruption. Ça aussi c'est un grand problème pour la santé et la sécurité de façon générale. Je ne sais pas si ça répond à votre question, j'ai été un peu long. Je réponds totalement à la question et j'apprécie vraiment le fait que vous ayez répondu sans langue de bois et sans tabou, parce que souvent c'est le masla entre griffes qui fait que les sujets ne sont pas abordés tels qu'ils doivent être abordés. Donc, merci beaucoup pour cette réponse qui est complète et surtout qui était très pragmatique. Je voyais tout à l'heure des réactions pendant que vous parliez, des mains levées. Mais avant de donner la parole aux uns aux autres, vous avez abordé le fait qu'aujourd'hui, vous êtes à la fois un conseiller, mais aussi un formateur sur les questions de la santé et sécurité. Du coup, la dernière question que j'aurais à vous poser avant de retourner la parole à l'audience, c'est aujourd'hui, selon vous, quelle est la place, l'importance de la formation continue dans le cadre de votre stratégie de santé et sécurité au travail? Je ne vous attends pas bien, madame. Vous me recevez mieux? Je ne vous entends pas très bien. Ah, un instant. Je vous mets la question dans le chat. OK. Un instant. Voilà. Ah, attendez, c'est pas la bonne question. Un instant. Oui, prenez en compte la dernière que je viens d'envoyer dans le chat. Voilà. Donc, pour vous aujourd'hui, quelle est la place de la formation continue dans votre stratégie de santé et sécurité au travail? Monsieur Sidibé, est-ce que vous nous recevez toujours? Je ne sais pas si au niveau de la régie, on m'entend. Docteur Monkoro, est-ce qu'on m'entend ou j'ai des difficultés? Oui, je vous attends. Moi, je vous reçois. Ah, ok. Je pense que monsieur Sidibé avait des soucis de connexion. Je vois qu'il essaie de nous rejoindre. En attendant peut-être qu'il revienne et qu'il réagisse à nos questions, je vais ouvrir une petite première parenthèse de réaction à quelqu'un dans l'audience, car malheureusement, on n'aura pas beaucoup de temps d'interaction vu qu'on arrive bientôt à terme. Je voyais tout à l'heure Monsieur Cheikh Salah qui demandait la parole. Je ne sais pas s'il est toujours intéressé pour adresser soit sa question, soit sa contribution. Oui. Ah, ok. Donc, Monsieur Cheikh Salah, la question, la parole est à vous. N'hésitez pas à répondre. Allez-y. Ok. Merci vraiment. Je salue les intervenants pour la qualité de leur intervention. Et ma question était de savoir, nous qui travaillons dans les bureaux et autres, quelles peuvent être les maladies que nous pouvons contracter dans l'exercice de nos professions? Merci. Merci beaucoup, M. Cheikh Salah. Alors, avant de donner la parole aux intervenants pour réagir, je vois que M. Sidibé est de retour. Je ne sais pas s'il nous entend, parce que nous, on ne l'entend pas pour l'instant. Est-ce que vous nous recevez, M. Sidibé? Sinon, est-ce que la technique peut l'accompagner au niveau de l'audition pour s'assurer qu'il a une connectivité efficace? Donc, en attendant que la technique soit du côté de M. Sidibé, je ne sais pas, Dr Mungoro, si vous souhaitez réagir à la question que vient de poser M. Cheikh Salah, qui, je trouve, est très, très intéressante et qui est de vos portes. C'est une question très, très pertinente.
parce que, merci beaucoup, M. Seksala, pour votre question. Et quand on parle de maladies professionnelles ou bien d'accidents de travail, les gens qui travaillent en bureau, souvent, ils ont tendance à dire qu'ils ne sont pas concernés par ça. Maintenant, un travailleur qui travaille dans les bureaux sont bien exposés à des maladies professionnelles. Et ça encore, ça va démarrer au niveau des risques professionnels en allant aux risques psychosociaux, toujours le stress. Maintenant, ce stress-là va entraîner des troubles métaboliques, va entraîner, comment je vais dire, les employés de bureau. Souvent, ils quittent la maison, ils prennent sa voiture, ils viennent au bureau, ils restent assis toute la journée. Donc, la sédentarité est là. Donc, au finish, ils vont développer soit de l'obésité, soit des dyslipidémies, soit l'hypertension artérielle, soit c'est le diabète. Ça, c'est des maladies. Mais à côté de ça aussi, quand au bureau, quand les meubles du point de vue ergonomique ne sont pas respectés. Parce qu'un bureau, il y a des directives, il y a des cadres à respecter. Quand ça ne s'est pas respecté, à la longue, si tu t'assois sur une chaise qui n'est pas adaptée, tu vas avoir ce qu'on appelle les troubles musculo-squelettiques qui touchent depuis au niveau du cou, le dos, la colonne vertébrale. Et malheureusement, quand les troubles musculo-squelettiques s'installent, c'est de façon irréversible. Donc, il y a ça. À côté des troubles musculo-squelettiques, il y a les accidents de travail qu'un employé de bureau aussi peut faire. Il peut faire des accidents même sur le lieu de travail. Dans la définition de l'accident de travail, c'est un employé en quittant chez lui pour aller au travail. Sur la route, la personne peut être sujet à des accidents de travail. Donc, un employé de bureau est concerné par les maladies professionnelles et autant que les accidents de travail. Donc, un employé de bureau, c'est beaucoup plus les troubles musculo-squelettiques, les risques psychosociaux qui vont entraîner l'hypertension artérielle, les dyslipidémies, le diabète et puis les autres coloraires. Merci beaucoup. Merci beaucoup, docteur, pour cette réponse pertinente. J'espère que M. Seksala, vous avez trouvé satisfaction à la réponse. Oui, tout à fait, donc, M. Okay. Merci vraiment. Je suis vraiment satisfait. Madame Yolali. M. Sidibé. Oui, allez-y, M. Salah. Dans son intervention, elle a touché aux risques psychosociaux, tels que le stress. Oui. Maintenant, oui, pour un employé de bureau, là, pour prévenir le stress, qu'est-ce qu'il doit faire? Docteur, je vous laisse la parole. Pour un employé de bureau, à travers, parce que le médecin du travail en entreprise avec les employés du bureau, nous travaillons en étroite collaboration avec le RH et les autres comités qui sont là pour le bien-être des travailleurs. Maintenant, c'est comment on essaie de voir comment l'employeur et l'employé peuvent concilier vie professionnelle et vie familiale pour minimiser le stress et aménagement des heures de travail. Par exemple, un employé qui, compte tenu vraiment de beaucoup de raisons, qui fait beaucoup d'heures supplémentaires, même si souvent même tellement que la personne est engagée du point de vue professionnellement, la personne ne veut pas rentrer chez lui sans terminer tous ses boulots, même si l'heure de la descente est là. Donc, comment la personne vraiment puisse respecter les 8 heures de travail par jour, les heures de pause, et on conseille aussi à la personne le sport plus les mesures hygiéno-diététiques. Donc, tous ces éléments-là réunis permet vraiment à un employé d'être à l'abri du stress. Même si ce n'est pas un truc du tic au tac, mais au fur et à mesure, étape par étape, c'est possible. Merci beaucoup, docteur, pour la réaction. Et si je peux peut-être faire un petit rajout. Je pense qu'il est aussi important, d'un point de vue organisation personnelle, de garder une balance, un équilibre entre vie professionnelle et vie sociale pour que l'un des aspects ne prenne pas l'ascendance sur l'autre aspect, afin de créer peut-être des chamboulements émotionnels ou des chamboulements en termes de santé mentale. Donc, je pense que ça peut être très intéressant de respecter une certaine balance dans votre organisation pour que votre santé mentale ne soit pas affectée.
Donc, merci beaucoup à M. Cheikh Salah pour ces questions très, très pertinentes. Tout à l'heure, il y avait une question également dans le chat qui a été également répondue par Dr Tariq. Je partage la question, la réaction de Dr Tariq, et je vous laisserai la parole, Dr Moko Oro, et éventuellement, si M. Sidibé est de retour, pour réagir à la question qui avait été adressée dans le chat. Donc, il s'agissait d'une question de M. Mahamadou, si je ne m'abuse. Excusez-moi, je reviens sur la question très rapidement. Oui, de M. Mahamadou, qui demandait en fait aujourd'hui quelle était la collaboration ou du moins la corrélation entre un médecin du travail et un safety officer dans une entreprise. Et Dr Essaïd avait réagi en disant que c'est la collaboration du moins est cadrée par la loi, car le médecin du travail a un rôle réglementaire alors que le safety officer est un acteur technique missionné par son employeur afin de le soutenir dans son obligation face à des responsabilités employeurs. Donc ça, c'était la réponse donnée par le docteur Essaïd. Je vois que M. Sidibé est de retour avec la technique. Je le laisse réagir peut-être à cette question qui le concerne directement. Et j'enchaîne également avec la question que je vous avais adressée tout à l'heure pour que vous puissiez prendre le relais le temps que la technique est avec moi. C'était que vous puissiez nous dire aujourd'hui, pour vous, quel est le rôle de la formation continue dans l'application de votre stratégie en santé-sécurité auprès de vos collaborateurs? Donc, je vous laisse réagir d'abord à la question de Mamadou et vous pouvez rebondir sur ça juste après. D'abord, concernant la question pour la relation entre médecin du travail et safety officer, je vous dis, dans beaucoup d'entreprises, le médecin du travail, c'est lui le directeur de la santé et de la sécurité au travail. Donc, il travaille conjointement avec les safety officers. Dans beaucoup d'entreprises, quand je prends des entreprises comme Somilo, comme les nouvelles mines qui viennent d'être inaugurées, c'est les médecins de travail qui sont directement les directeurs de la santé et de la sécurité au travail. Donc, il y a une très bonne collaboration entre nous. Et voilà, le médecin de travail a des activités bien cadrées par la loi et nous travaillons avec les procédures et avec les techniques de prévention et l'évaluation des risques. Mais nous travaillons en collaboration et il y a l'harmonie entre nous. Il n'y a pas de différence. Merci beaucoup. Concernant la formation continue, avant de parler de la formation continue, il faut comprendre que la santé et la sécurité au travail est aujourd'hui une clé ou, je peux dire, un indicateur de performance des entreprises. Chaque entreprise qui veut aller de l'avant doit mettre en place une bonne politique de formation, c'est la formation continue. Quand je prends l'exemple sur notre entreprise, nous avons plusieurs départements et dans chaque département, il y a une section de formation pour permettre aux employés de se sentir à l'aise. La formation continue est essentielle en tant que vecteur de cohésion au sein de l'équipe. Toute équipe ou toute entreprise qui ne fait pas la formation continue, cette entreprise n'a pas la performance demandée. Et je dis, la formation continue, c'est aussi, ça donne à l'entreprise une sensation d'appartenance. Vous savez, au Mali, quand on investit à quelqu'un, avec l'extension de la technologie, comme on a dit, il y a beaucoup de choses aujourd'hui qui sont en marche, il y a beaucoup de choses qui ont évolué. Quand on prend avec la mine d'or la première mine d'or exploitée à Sikasso, à l'époque, est différent aujourd'hui de la mine, des mines qui sont exploitées aujourd'hui. Les moyens d'exploitation ne sont pas les mêmes. Quand on engage un ancien minier par rapport aux équipements qu'on a aujourd'hui, sans la formation continue, on n'aura jamais ce qu'on souhaite comme production. Donc, la formation continue, c'est réellement un levier de performance pour les entreprises. Eux aussi, c'est un levier de compétition. Ça met les entreprises en compétition. Donc, c'est très important et c'est très crucial dans les entreprises de continuer à former les employés sur les nouvelles technologies, sur les différentes techniques et sur quand les entreprises aussi cherchent toujours à accroître leur production. Avec des objectifs qu'on fixe toutes les années. Et ces objectifs-là
ne peut pas être atteint tant qu'on met l'accent sur la formation continue, la formation professionnelle. Malheureusement, au Mali, quand on quitte l'école, il y a beaucoup de gens qui pensent que voilà, je suis instruit, j'ai mon master 2, j'ai voilà, la licence, voilà, je ne dois plus aller à l'école, mais je ne dois plus comprendre. Non, la formation continue devient non seulement une obligation légale, mais aussi un levier de performance et de compétitivité dans les entreprises. En investissant en formation continue, on développe les compétences de ses membres, on développe et on devient une entreprise plus favorisée au sentiment que les employés vont avoir un sentiment d'appartenance par rapport à l'entreprise. Donc, il est très important que les entreprises comprennent et qu'ils mettent beaucoup d'accent sur la formation continue. Merci beaucoup, M. Sidibé, pour la réaction. Je pense que c'est aujourd'hui un fait sur lequel on s'accorde tous. La formation est à la base de toute innovation, de tout changement et de l'implémentation de toute méthodologie. Aujourd'hui, investir dans la formation reste inévitable. C'est un axe important que les organisations, quelle que soit leur taille, doivent appliquer au quotidien. Donc, merci beaucoup de la réaction. Je profite de cette intervention que vous venez d'avoir pour remercier les partenaires qui ont permis la réalisation de ce webinaire aujourd'hui. Il s'agit notamment du CIRTIC et du CRKD. Le CIRTIC qui est le Centre d'innovation, de recherche technologique et d'industrie créative, qui évolue aujourd'hui dans l'accompagnement des entreprises dans l'ensemble de leur processus de digitalisation à travers toute une panoplie de services, qui est un partenaire clé du cluster Digital Africa. Le CIRTIC est également engagé dans la formation professionnelle, dans tout ce qui est renforcement des compétences des professionnels métiers, des apprenants au niveau universitaire, pour des formations diplômantes et certifiantes, notamment sur des thématiques comme la santé, sécurité et le bien-être au travail. Et on remercie également le CRKD, qui est aujourd'hui un centre de rééducation et de kinésithérapie qui est situé à Sotuba, un centre très innovant qui aujourd'hui œuvre pour le bien-être des Maliens au sein de la société. Donc, merci infiniment, le bien-être physique du moins des Maliens au sein de la société. Donc, merci beaucoup à ces deux partenaires qui ont accompagné la tenue de ce webinaire. Et je poursuis auprès de nos participants. Si vous avez des questions, on a le temps d'en prendre une dernière vu qu'on a dépassé le créneau accordé. La police du temps est en train de me faire des messages, je fais l'autruche. S'il y a une question, n'hésitez pas à l'adresser. Vous pouvez directement soit activer votre micro ou éventuellement mentionner dans le chat. S'il n'y a pas de questions, ça voudrait dire que les interventions étaient très claires. Je laisserai un dernier tour de table à nos intervenants pour leur mot de clôture, ou intervention de clôture ou mot de la fin avant de retourner l'antenne au Cluster Digital Africa. Donc, les participants, est-ce qu'il y a quelqu'un qui souhaiterait adresser une question? Je pense que le silence veut dire non. Et sur ces mots, du coup, on commence par Dr Mokoro. Dr Mokoro, je vous laisse la parole pour peut-être vos propos de clôture, de conclusion et également votre petit mot de la fin avant qu'on ajourne la session du jour. Merci beaucoup, Madame Awali. Vraiment, merci beaucoup à vous, à Cluster Digital et Africa. C'était une première expérience et j'en ai vraiment pris beaucoup, j'en ai appris beaucoup de choses. Donc, vivement d'autres sessions de webinaire. Je serai et je resterai toujours disponible pour vous. Seconde des choses, ensemble, mettons la pression sur les autorités maliennes pour l'adoption d'une politique de santé et sécurité au travail le plus rapidement possible. La Guinée en a adopté. Aujourd'hui, toutes les administrations font leurs activités de travail. Le privé aussi, c'est la même chose. En Côte d'Ivoire, c'est la même chose. Au Burkina, c'est la même chose. Niger, c'est la même chose. Sénégal, c'est la même chose. Nous, on est au milieu là-bas seulement. Donc, ensemble,
pour l'adoption d'une politique de santé et sécurité au travail pour le bien-être de tous les travailleurs, parce que nous sommes tous des travailleurs et ça nous concerne tous. Merci, merci beaucoup. Bon après-midi à tous. Merci infiniment, docteur, pour l'engagement et surtout pour le message fort que vous venez de passer. On espère très sincèrement que cette plateforme du CDA sera un levier d'écho pour que les autorités puissent entendre, comprendre et appliquer les recommandations que vous venez de lancer. Donc, merci infiniment à vous pour la disponibilité. C'est une première, on n'espère pas une dernière. Et on espère vous avoir autour de plusieurs autres tables rondes sur des thématiques qui concernent vos domaines d'expertise. Donc, merci d'avoir été parmi nous aujourd'hui, docteur Mokoro. Et je vous passe la parole à vous, monsieur Sidibé, pour votre mot de clôture et éventuellement vos remerciements. Ah, votre micro est fermé, malheureusement. Ah, voilà. Il est toujours fermé, un instant. Il doit être en bas de l'écran, le petit bouton micro à côté de la caméra, que vous puissiez l'activer. Oui, là, normalement, on doit vous recevoir. Parfait, vous pouvez y aller. Je remercie à votre structure. Je remercie tous ceux qui ont suivi ce débat. Et je tiens aussi à dire que la santé et la sécurité est l'affaire de tous. L'affaire de tous, c'est réellement un indicateur très puissant pour évaluer la performance des entreprises. La santé et la sécurité ne doivent pas être seulement un problème des entreprises. L'État malien doit s'investir pour avoir une bonne politique santé et sécurité. Et aussi, mener des campagnes, expliquer aux entreprises l'importance de la gestion santé et sécurité. Quand vous allez dans des pays tels que l'Afrique du Sud, dans ces pays, l'État est très puissant en matière de santé et sécurité. Chez nous au Mali, notre État est représenté par les administrateurs de travail, de sécurité sociale et de sécurité, comme on appelle les de travail, mais ils ne sont pas puissants comme les autres pays pour booster le niveau de santé et sécurité dans les entreprises. Sinon, c'est une obligation légale pour les entreprises de protéger la santé et la sécurité des employés. Ça ne se négocie même pas. Donc, une fois de plus, on invite l'État malien, notre gouvernement, à s'investir davantage pour l'adoption d'une politique santé et sécurité. C'est très crucial et c'est très important pour les Maliens. Merci. Merci infiniment, M. Sidibé, pour ce partage. On aura retenu aujourd'hui qu'il est très important d'intégrer une volonté politique forte si on veut faire de la santé et sécurité au travail un sujet au cœur de nos préoccupations au niveau national. Donc, merci infiniment pour la qualité de vos partages. Merci de la disponibilité, car on sait que ce n'est pas du tout évident, surtout depuis là où vous intervenez, de dégager du temps pour pouvoir partager sur ce type de plateforme. Donc, merci infiniment de votre engagement et de votre disponibilité. C'est un honneur pour nous de vous avoir vu autour de cette table aujourd'hui. Et pour ma part, j'aimerais, avant peut-être d'adresser mes propres mots de clôture, remercier le docteur Issaïd qui a pris le temps d'être avec nous, malgré aujourd'hui l'impératif qu'il avait. Ça montre son engagement autour de cette thématique et surtout son intérêt pour sensibiliser les populations sur la prise de conscience sur l'importance de la santé et sécurité au travail. Donc, merci infiniment au docteur Issaïd de nous avoir partagé son prisme de réflexion sur la question, d'avoir été dynamique dans les discussions par écrit avec l'audience pour pouvoir réagir, rebondir aux différentes interventions. Et j'aimerais surtout vous remercier, vous, chers participants, pour le dynamisme, la réactivité. Merci d'avoir été nombreux à nous suivre aujourd'hui. Moi aussi, je suis très, très heureuse et j'étais très reconnaissante d'avoir eu l'occasion de partager cette table avec vous, de modérer les échanges. C'était l'occasion pour moi d'en apprendre davantage sur la thématique et surtout de prendre les balles perdues de docteur en tant qu'acteur du secteur privé
les notes sont prises et on va prendre le sujet très au sérieux. Docteur, on va investir dans, dans la santé et sécurité de nos collaborateurs. Car on a conscience que je ne peux pas de la porter par la tête, que c'est un investissement et si on veut se développer. Donc, merci beaucoup. Merci beaucoup à vous. Merci. Je ne sais pas si le CDA est nous, si le président Diawara souhaiterait dire un mot. Si ce n'est pas le cas, on va rendre l'antenne et libérer nos panélistes. Donc, Djibril, je ne sais pas si tu es avec nous, le coordinateur, s'il souhaiterait dire un mot, si le président Diawara souhaiterait dire un mot. Bon, ben, je pense qu'ils sont pas très réactifs. Moi, je vais vous libérer parce que je sais que j'ai beaucoup empiété sur vos agendas respectifs. Donc, merci infiniment et j'espère vous avoir autour des prochaines tables rondes. Passez une excellente fin de journée. Merci beaucoup. Merci, au revoir.